Et c'est tant mieux, une banque, comme n'importe quelle entreprise, il faut qu'elle fasse faillite. Désolé Tom, parce qu'il vit pas très loin de chez moi, mais bon, il a rien compris à Bitcoin. Pour le scinder, le Bitcoin, comment on fait pour scinder du Bitcoin si on passe pas par des plateformes d'échange? T'as le risque de le perdre, j'ai failli perdre des petits lingots qu'on a à la maison, parce que voilà, il faut bien les stocker. Donc effectivement, en ce sens, Bitcoin... Hein? Il y en a quand même qui en achètent. Ouais. J'ai reconnu en Mathieu un passionné complet qui a su utiliser aussi tous les médias et Internet pour passer à marche forcée à l'âge suivant. Alors je m'explique. Moi je viens de famille et milieu un peu conservateur où on est un peu formaté pour avoir un peu de méfiance vis-à-vis des gens comme Mathieu. Et en fait, à force de rentrer dans le monde Bitcoin et compagnie, j'ai découvert en fait tout un univers, et notamment j'ai découvert Mathieu et d'autres personnes qui m'ont radicalement fait changer mon point de vue sur ces aspects-là. Et donc je vais te laisser continuer, et notamment sur le sujet des réserves fractionnaires, que moi j'attends avec impatience de connaître et d'en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Avant de démarrer, moi j'ai une question. Qui sait ce que c'est les réserves fractionnaires? Ok. Qui s'oppose aux réserves fractionnaires? Ok. Bon, je vais pas me faire des amis alors. Le but c'est de présenter d'un point de vue comptable comment ça fonctionne. Parce que bien souvent, on s'oppose au système des réserves fractionnaires. Moi, j'étais le premier à m'y opposer. Et quand j'ai commencé à creuser le sujet d'un point de vue comptable, financier, actif-passif et comment on analyse un bilan, on se rend compte que on a une idée qui est biaisée et erronée de la réalité, parce que les réserves fractionnaires, c'est tout simplement le fonctionnement de la vie de tous les jours. Entre guillemets, les entreprises l'utilisent au quotidien. Alors, Bitcoin, est-ce que c'est une solution? Ce sera l'occasion d'en discuter. Mais en gros, pour les partisans du 100%, ils nous disent que x10, c'est la capacité qu'a une banque à multiplier la quantité de monnaie au sein d'une économie avec un coefficient de réserve obligatoire de 10%. Donc en gros, elle prête l'équivalent du coup du reste, elle garde que 10% en réserve et soi-disant, elle crée de la monnaie x10. Bon. Que sont les réserves fractionnaires pour les personnes qui ne connaissent pas? On nous présente régulièrement ce schéma qui est qu'on a des personnes qui vont faire un dépôt de 100 euros. Alors ça peut être 100 euros, ça peut être des unités monétaires, ça peut être du dollar, ça peut être de l'or, ça peut être du bitcoin, ce que vous voulez. En tout cas, la personne va déposer 100 euros au passif de la banque va garder 10 euros en réserve, parce que 10% de réserve, et elle prêterait a priori 90 euros. Ces 90 euros vont être dépensés par une personne qui va les recevoir dans un dépôt, 90 euros. La banque va garder une réserve et va prêter le reste, et ainsi de suite. Donc en gros, on nous dit que, ce que je disais, avec un coefficient de 10% et un dépôt initial de 100 euros, ça voudrait dire qu'on a la capacité de créer l'équivalent de 1000 euros au sein de l'économie. Et le multiplicateur monétaire serait donc de 10, 1 divisé par 0,1 égale 10. Okay, donc la banque peut donc créer 10 fois plus d'argent qu'elle n'a en réserve. Voilà comment on pourrait représenter d'un point de vue comptable la création de monnaie, passif, dépôt de client, l'équivalent de 1000 au final, puisqu'on aurait créé apparemment 1000 euros, on aurait gardé 100 euros en réserve, ça représente bien 10%, et prêté 900 euros le reste. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça va être l'occasion d'en discuter. Hop. Donc si on devait définir assez rapidement, réserve fractionnaire, ce serait une couverture partielle par rapport au crédit qui a été émis. Donc c'est un système où les substituts monétaires prêtés par les banques ne sont pas couverts par de la monnaie, et le 100% c'est le contraire, voilà, si on doit le résumer assez facilement. Donc ça voudrait dire que les banques comme l'Australie, le Canada, le Danemark et ainsi de suite, qui ont des réserves obligatoires de 0%, ont a priori une capacité de création infinie. Bon, évidemment, c'est totalement faux. Pareil, on peut se poser la question, pourquoi une banque lève des capitaux et s'introduit en bourse si elle peut créer de l'argent en illimité? A priori, du coup, pas besoin de s'introduire en bourse, de lever des fonds, puisque si elle peut créer de l'argent de manière illimitée, pourquoi se soucier d'une introduction en bourse? Et pareil, elle pourrait, a priori, elle ne peut pas faire faillite si elle peut créer de l'argent en illimité. Je précise une chose, je ne suis pas en train de parler de banque centrale, je ne suis pas en train de parler d'État, je m'y oppose tout comme vous, je parle de réserve fractionnaire,
purement et simplement. Donc ce sont deux débats différents. Je parle simplement du fonctionnement d'un bilan bancaire. Pour rappel, la comptabilité en partie double, j'insiste sur la partie double, c'est actif-passif qui est en tout temps et en tout lieu égal. Ça a été codifié, pas créé parce qu'on l'utilisait, ça a été codifié à la fin du XVe siècle et publié à Venise en 1494. Ce système était déjà d'emploi fréquent dans les banques italiennes depuis la fin du XIIIe siècle et c'est lié à l'essor du commerce en fait et les banques. Les banques, c'est banco en italien, qui voulait tout simplement dire les banques sur lesquelles les changeurs posaient leur argent, effectuaient les transactions au Moyen-Âge via notamment le développement des lettres de change, essor du papier. En même temps qu'on a eu l'essor de ce commerce au niveau international, il y a eu aussi l'essor du papier. Et comprendre le mécanisme d'une lettre de change, en fait, c'est indispensable pour comprendre le système des réserves fractionnaires. Et je précise, une banque n'a pas vocation à stocker de l'argent, de jouer le rôle de gardien ou d'émettre des certificats de dépôt comme on entendrait, avec une double disponibilité sur une propriété ou autre, ça sera l'occasion d'en discuter. Vous souhaitez diversifier votre portefeuille et éviter d'être exposé à cette explosion de la dette mondiale, vous pouvez le faire au travers de notre partenaire Gold Avenue. Cela fait maintenant plus de 2 ans que Gold Avenue est notre partenaire et nous nous sommes même rendus à 2 reprises dans la raffinerie Pamp en Suisse, qui est l'une des plus grandes raffineries de métaux précieux du monde et dont Gold Avenue est le revendeur officiel. Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, il existe 2 grandes classes d'actifs, les actifs réels et les actifs financiers. Tandis qu'avec les actifs financiers, vous vous exposez au risque de contrepartie, c'est-à-dire que si celui qui émet l'actif en question fait faillite ou ne respecte pas ses engagements, votre portefeuille peut perdre tout ou partie de sa valeur, alors qu'avec les actifs réels, ce risque est inexistant. En effet, avec les actifs financiers, l'instrument est un actif pour l'investisseur, mais un passif pour la contrepartie. C'est le cas de la plupart des instruments de placement, comme les actions ou les obligations. Si l'entreprise fait faillite, l'action ne vaudra plus rien, et si le débiteur ne rembourse pas, comme dans le cas de cette vidéo, l'obligation ne vaudra plus rien non plus. Or, dans le cas d'un actif réel, comme l'immobilier ou l'or, l'instrument est un actif pour l'investisseur, mais il n'est le passif de personne, et c'est exactement le cas de l'or. Évidemment, comme tous les sites traditionnels de vente de métaux précieux, il est possible d'acheter de l'or physique, de l'argent, du platine ou encore du palladium avec Gold Avenue. Évidemment, comme tous les sites traditionnels de vente de métaux précieux, il est possible d'acheter de l'or physique, de l'argent, du platine ou encore du palladium avec Gold Avenue. Mais ce qui est intéressant avec Gold Avenue, c'est la possibilité de combiner tous les avantages à la fois de l'or physique et des ETF sans leurs inconvénients. Pour comprendre, imaginons, on a Pierre qui est producteur de blé, on a Paul qui lui produit des pommes. Le problème, c'est que Pierre, lui, il va les produire en juillet, le blé, et Paul en novembre. Entre-temps, on nous dit on peut effectivement effectuer une transaction au travers de la monnaie, c'est vrai, mais historiquement, la monnaie, donc on a la monnaie qui est dure, effectivement, ça peut être de l'or, ça peut être Bitcoin si vous voulez, ça peut être ce que vous voulez, mais de manière générale, ce qu'on utilise notamment dans les petites communautés et à l'international avec le développement des lettres de change, c'est le système de dette et de crédit. Problème, c'est qu'il y a un problème d'attente au niveau du temps, puisqu'il va falloir attendre entre juillet et novembre, il y a un problème de confiance qui est le risque de non-remboursement, et il y a un problème de flexibilité qui est les liquidités. Et ces 3 composantes vont former le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est le prix du temps, le prix du risque et le prix de la liquidité. Donc on va se dire, Pierre va livrer 10 kg, l'équivalent de 10 unités monétaires, je n'utilise pas euro ou autre, 10 unités monétaires directement à Paul, et Paul, en novembre, livrera l'équivalent de 10 kg, donc 10 unités monétaires de pommes, plus 1 kg supplémentaire qui fera office de taux d'intérêt. Donc 10% de taux d'intérêt dans ce cas de figure. Donc si on doit représenter comptablement en juillet les 2 bilans des personnes, Pierre, aujourd'hui, a déjà créé 10 unités de monétaire et en contrepartie, il a un capital de 10 unités monétaires. Je rappelle, hein, un bilan comptable est en tout temps et en tout lieu égal. Donc c'est une convention comptable qui nous dit que si à l'actif on a 10 unités monétaires, au passif on a forcément l'équivalent qui est 10 unités monétaires. C'est son patrimoine net, en fait, sa production. Ce qui va se passer, c'est qu'au moment où il va y avoir un échange, Paul va recevoir les 10 unités monétaires à l'actif, il devient propriétaire. Et en contrepartie, il va créer une dette, et il a une dette envers Pierre, donc c'est une dette qui est nominative. A l'inverse, Pierre, du coup, toujours égalité comptable, il va enregistrer une créance contre Paul de 10 unités monétaires, donc 10 unités monétaires de pommes, équivalent de pommes. Mais ça pourrait être une unité monétaire d'or, hein, je répète. Situation numéro 1, on a Pierre qui accepte l'accord. Donc, Pierre, il accepte l'accord jusqu'à l'échéance. Paul produit ses pommes et le rembourse. Donc, on se retrouverait toujours dans cette situation. On passe à novembre. Paul, grâce au fait qu'il a pu consommer, il a pu également, parce que
On rappelle qu'il a emprunté que parce qu'il peut produire, parce qu'il a investi, qu'il a pu produire. Donc, il a pu produire l'équivalent de 20 unités monétaires de pommes, donc l'équivalent de 20 kilos si vous voulez. Et donc, à son bilan, je remontre, il avait une dette envers Pierre de 10 unités monétaires, mais comme il a produit l'équivalent de 20 unités monétaires, va s'ajouter le capital, son patrimoine net. Au niveau de Pierre, du coup, à ce moment-là, il va y avoir un remboursement, son actif va être détruit, sa créance. La dette qu'avait Paul envers de Pierre va être détruite également, il va lui transférer les 10 unités monétaires, plus une production supplémentaire, c'est-à-dire le taux d'intérêt, une unité monétaire qui va apparaître au bénéfice et qui va réduire d'autant le bilan comptable de Paul. Donc on voit bien que à ce moment-là, Pierre a bien restreint sa consommation, c'est de l'épargne, quand je restreins ma consommation, j'épargne, pour que Paul puisse lui emprunter et consommer, investir et créer de la richesse. Situation numéro 2, on a Pierre qui accepte l'accord, mais il a besoin de consommer avant l'échéance, parce que dans le cas de figure que j'ai pris, entre juillet et novembre, on a bien dû attendre que l'échéance arrive au terme pour pouvoir rembourser. Mais imaginons du coup que Pierre a besoin de consommer avant l'échéance, disons en septembre. Dans ce cas de figure, on se retrouve avec le même bilan comptable. Donc ça, je vous passe, vous avez compris. On a une créance, donc là on est en juillet, hop, on passe en septembre et on a Pierre, on se retrouve toujours dans la même situation. Pierre, il veut les œufs de Jacques. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement, donc on a Jacques qui a cette représentation comptable, il va tout simplement prendre les œufs de Jacques, il va le payer avec une créance contre Paul. Et donc, Paul, je remontre, Paul, dette envers Pierre, ben maintenant c'est au nominatif, c'est dette envers Jacques. Donc, en faisant ça, il a tout simplement créé un substitut monétaire, et je parle bien de substitut monétaire et pas de monnaie, confondons pas tout. Et ce matin, David parlait de monnaie-dette, parce que quand on parle de monnaie-dette, on refourgue un peu tout à l'intérieur, on dit c'est de la monnaie-dette, monnaie fiat, en fait on refourgue un peu tout ce qui nous déplaît, mais ça veut tout et rien dire, tout simplement. Là, ce que je parle bien, c'est de substitut monétaire, on a créé un substitut monétaire, arrivé à terme, Paul, 10 unités monétaires, ok, ce qu'il va faire, c'est tout simplement lui transmettre ici, plus les intérêts, un petit peu comme tout à l'heure, ce qui va réduire d'autant son actif et son passif. Donc on voit bien que Pierre a commencé à restreindre sa consommation, encore une fois, et j'insiste, c'est de l'épargne, puis a été substitué par Jacques, qui lui-même s'est substitué en tant qu'épargnant, pour que Paul puisse lui emprunter, consommer ou investir. Donc le titre de créance a été utilisé comme un substitut monétaire, comme une alternative à la monnaie. Okay, ça a permis de résoudre le problème de l'attente, parce que peut-être qu'il ne voulait pas attendre autant, ce qui était le cas, il voulait consommer, donc il a tout simplement transféré le titre de créance. Situation numéro 3, Pierre accepte l'accord, mais a besoin de consommer avant l'échéance, donc comme précédemment, en septembre. Et le problème, c'est que Jacques n'a pas confiance en la capacité de remboursement. On l'a vu, il y a trois caractéristiques, qui est la confiance, le risque et la liquidité. Donc, pareil, hop, je vais passer, vous avez compris. Voilà. Sauf que Jacques, il n'a pas confiance. Et c'est là où la banque va intervenir, parce que la banque est a priori une entité dans laquelle tout le monde dépose sa confiance, et qui va tout simplement dire « Ok Jacques, tu ne veux pas prendre la créance contre Paul, c'est-à-dire la dette que Paul a vis-à-vis de Pierre, donc je vais te substituer parce que tu as confiance en moi, banque. Donc Paul n'a plus une dette contre Pierre, mais contre la banque, et il va créer ce qu'on appelle une dette, tout simplement, parce que les dépôts sont de la dette. Quand une banque crée un crédit, elle s'endette également, et il va tout simplement lui transférer le titre, mais tout à l'heure c'était un titre de créance, voilà, simplement que ce titre de créance est accepté par Jacques, ce qu'on appelle billet en fait, et il va tout simplement l'utiliser en substitut de la créance, et ainsi de suite. Donc la dette, ici, elle était envers Pierre, sauf que maintenant elle n'est plus envers Pierre, elle est au porteur, ici Jacques. Donc on ne parle plus de titre nominatif, on dit tout simplement que c'est un titre au porteur. La personne qui viendra se présenter avec les billets sera remboursée d'un équivalent de la dette. Donc arrivé à échéance en novembre, voilà, ça revient au même, Paul va transmettre, hop. Donc là on a deux situations, arrivé à ce stade, deux possibilités. Solution numéro 1, la banque, donc on arrive en novembre, la créance s'éteint, elle s'éteint aussi au passif. Paul transmet les pommes, plus le bénéfice. Donc son bilan à Paul se réduit d'autant, une unité monétaire, et va tout simplement la transmettre à Jacques. Donc on revient exactement au même que la situation précédente, à la différence près qu'il y a une banque qui s'est mise en tant qu'intermédiaire. Et donc, évidemment,
la dette au porteur se réduit d'autant et monte au capital, c'est son patrimoine net. Donc on voit bien que les intérêts ont tout simplement été créés par la production, par la création de richesse dans ce cas de figure, de Paul qui a pu consommer, investir et puis créer une unité monétaire supplémentaire. Solution numéro 2, donc on était avec une créance, c'est tout simplement Jacques avait la créance contre la banque, il va lui transférer à Paul parce que Paul... Hop. Donc, je vais peut-être réexpliquer. Ce qui va se passer, c'est que Jacques a la créance contre la banque et il peut acheter directement les pommes à Paul. Et donc, il va y avoir chambre de compensation, hein, tout simplement. C'est le principe en finance. Il y a des chambres de compensation au quotidien et la dette va s'éteindre. Et on revient exactement au même, à la différence près que maintenant, voilà, une unité monétaire, ça peut être de l'or, ce que vous voulez, qui va le passer à la banque et qui va augmenter d'autant sans bilan comptable. Le résultat, dans les deux situations, c'est exactement la même chose, hein, ce qui se passe. La banque a créé un dépôt, une dette, au moment d'octroyer le crédit, tout comme l'a fait au tout début Paul lorsqu'il s'est endetté envers Pierre pour lui acheter son blé. La différence, c'est simplement que la banque elle a émis une dette qui est acceptée de manière généralisée et payable au porteur. Okay ? Pour la banque, la dette, c'est-à-dire le dépôt, en plus d'être payable au porteur, surtout ce qui est important, c'est qu'elle est exigible à vue. Okay ? Donc au moment où la personne réclame le remboursement en monnaie. Ça permet quoi? Ça permet de résoudre le problème de la confiance. Donc on a vu dans un premier temps le problème du temps, maintenant c'est le problème de la confiance. Mais que se passe-t-il si Jacques exige le paiement avant le terme, puisqu'on a dit c'est payable à vue? Donc rends-moi mon argent voleur avec tes réserves fractionnaires. Ce qui va se passer, c'est tout simplement, la banque à l'actif, elle a une créance qui est plus ou moins liquide. Elle va tout simplement, admettons, il y a une banque, une entreprise, un fonds d'investissement, des individus, qui vous voulez, qui elle a déjà la production. Elle va tout simplement lui transférer la créance en contrepartie d'une partie de sa production, et de cette manière, elle va pouvoir les transférer à Jacques. Donc, à aucun moment, vraiment j'insiste, à aucun moment au cours de ces exemples, la banque n'a eu besoin d'agir avec un coefficient de réserve obligatoire de 100%. Voilà. Ça c'est un mythe, hein, le 100%. Ça permet de résoudre le problème de la flexibilité. Donc, le vrai risque d'une banque, c'est quoi en réalité? C'est pas les 100% réserves fractionnaires ou autres. Parce que l'activité d'une banque, c'est se financer actif en émettant sa propre dette au passif. La banque, en fait, elle fait de la transformation d'échéance. Donc, elle s'endette à court terme et elle prête à long terme. Et la transformation de liquidité, les dépôts sont très liquides. Et le passif, donc ce qu'elle prête, est sur le long terme. Et peu liquide, pardon. Donc, il faut bien comprendre d'un point de vue comptable que l'actif passif se représente de cette manière. L'actif s'organise en ordre de liquidité. Donc, le moins liquide va apparaître en haut, le plus liquide va apparaître en bas. Et le passif est organisé par ordre d'exigibilité. En haut, on va avoir les actionnaires, donc c'est peu exigible. Et au fur et à mesure qu'on va descendre, on va avoir dette long terme, dette court terme. Donc, c'est ce que je disais, hein, actif, créance 15-20 ans illiquide, passif, dépôt à vue, liquide. Alors là, on ne voit pas bien, c'est dommage, parce que c'est... en gros, ouais, c'est quand même dommage, pourquoi on ne voit pas? Bon, c'est dommage. Ouais. Voilà, non, c'est l'actif et le passif de la BNP. Et donc, bon, dommage. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on voit ici, au passif, enfin, en principe, on voit, mais même moi, je ne le vois pas. On devrait voir, voilà, merci. Dépôt de la clientèle, hein, dette envers la clientèle, et à l'actif, on voit crédit, notamment crédit immobilier, bien souvent. Et ça, bah, putain, on ne voit pas non plus. Ça c'est le bilan du système bancaire global aux États-Unis, qui représente, on voit, non. Ça, c'est les dépôts exigibles à vue, et ça, c'est les crédits octroyés aux clients. Le vrai problème, c'est quoi? C'est le déséquilibre bancaire qui est facilité notamment par le sauvetage des banques par les États, la présence des banques centrales, leur politique monétaire laxiste, si vous voulez, etc. Et c'est le fait notamment de se financer à court terme pour investir à long terme, ce qui désaligne en fait l'épargne et l'investissement. Mais dans un système de free banking, parce que moi je suis autrichien, j'imagine qu'il y a beaucoup d'Autrichiens ici, qui sont pro-liberté d'entreprise, pro-liberté, ce que vous voulez. Par contre, quand on parle d'une banque qui vient simplement se substituer à des individus, là il n'y a plus de liberté bancaire, il n'y a plus de liberté d'entreprise, il faut imposer des coefficients de réserve, il faut imposer une manière d'entreprendre. Dans un système de free banking,
sans présence d'un État qui vient constamment renflouer la banque, si la banque doit faire faillite parce qu'elle a mal géré son business, qu'elle fasse faillite. Maintenant, aujourd'hui, il y a un conglomérat de banques qui se crée par le sauvetage, le too big to fail, qui fait qu'elles peuvent prendre un surplus de risques, mais en temps normal, avec un free banking, la banque, qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle entreprenne comme n'importe quelle entreprise. Ah, t'es français, mais tu crois à l'économie autrichienne, c'est ça? Exactement. Donc voilà, c'est ce que je dis, c'est une banque devrait prendre ses responsabilités, gérer son bilan comme n'importe quelle entreprise. Ça, je viens de le dire du coup. Donc, quelle place pour Bitcoin? Non, parce que c'est quand même le sujet. Bitcoin, utilisé en tant qu'étalon monétaire, effectivement, pourquoi pas? Ça serait une monnaie dure qui s'apparente au mieux à une monnaie idéale pour limiter les États dans le déficit, les banques dans leur prise de risque, hein, puisque ce serait limité dans la quantité de Bitcoin qu'elles pourraient livrer, effectivement. Maintenant, il y a quand même besoin d'un substitut monétaire, et je pense que ça sera l'occasion de discuter avec Nathalie quand on fera le débat. C'est que, mais ça sera le sujet de la déflation, et là, on pourra en reparler, parce que je ne veux pas tout mélanger. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris, le but, c'est quand même de pouvoir échanger sur le sujet. Je suis allé vite en fait, mais parce que je pensais prendre plus de temps. Ben voilà, j'ai fait le tour. Je voulais essayer d'expliquer d'un point de vue comptable comment ça fonctionne. Je suis peut-être allé trop vite. Ça sera l'occasion d'échanger si vous avez des questions. Mais voilà, mon but c'était de démontrer que s'opposer au système des réserves fractionnaires, ben, ça n'a pas de sens en fait d'un point de vue comptable. Parce qu'à partir du moment où j'émets une lettre de change, je peux le faire au quotidien, vous pouvez le faire également. Il y a juste une banque qui intervient. Donc moi, si je le fais, il n'y a pas de souci. Mais quand il y a une banque qui intervient, c'est une fraude, c'est une arnaque, c'est tout ce que vous voulez. Je trouve ça quand même bizarre, quoi. Moi j'ai une question, bien. Et en plus j'ai le micro, donc je peux la poser en français. C'est moi, J'ai vu récemment que l'autorité européenne de conseil aux assureurs préconisait pour l'exposition aux cryptoactifs une couverture au maximum potentiel, c'est-à-dire potentiellement 100%. Oui. C'est ça, hein? 250%. Puis Ouais. fois 8, ça fait 100. Ouais. Ça veut dire que tu dois financer ce qu'ils veulent avec des fonds propres. C'est ça. C'est ça. Donc en gros, s'ils veulent exposer, effectivement. Eux-mêmes. À leur bilan. À leur Oui, bilan. c'est ça. Pour leurs clients, c'est autre chose. Voilà. C'est-à-dire, ils disent, bon, bah, j'ai 1 million de réserves, j'ai envie de le placer, parce que c'est la trésor qui dort. Donc si je veux mettre Si de t'as mettre en 1 crypto, million, t'as 1 million de fonds propres. en fait. voilà, c'est ça. Donc j'achète à côté. En fonds propres, oui. En En plus. passif. Ouais. Ouais, D'accord. Ce que ça veut dire, c'est que Oui. pour que ce soit performant dans leur trésorerie, il faut que ça rapporte à minima 2 fois 2 fois. le taux de rendement espéré par rapport au reste de tes actifs. Ouais. Parce que comme tu es obligé Ouais. d'immobiliser 2 fois le 2 fois le capital, capital. si ça n'a pas au moins 2 fois la performance, bah vaut mieux acheter autre chose. Alors, parce que je suis Oui, t'es intelligent, mais ingénieur, les exemples, on l'a fait plusieurs C'est fois. comme ça. hein. Alors, écoute, si je reformule ça, j'ai 1 million, je suis assureur, j'ai 1 million. En fait, je vais pouvoir que acheter, entre guillemets, 500 000 euros de crypto et avoir 500 000 à côté Qui font rien. Ouais. Qui font rien. qui font rien pour me couvrir Voilà. au cas où ça marche pas Exactement. et de dire, voilà. La réglementation qui t'impose ça, comme ils font les titrisations, par exemple, c'est la même chose aujourd'hui. D'accord. Mais ça, c'est le futur ou le passé? Non, c'est actuellement. C'est pas C'est le futur en même temps. Et donc, de fait, on est bien d'accord que c'est une illustration des réserves fractionnaires, ça? Non, Ou pas du tout. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le système des réserves fractionnaires, c'est que, comme je montrais dans l'exemple, Avec le bilan qu'on avait. c'est qu'à aucun moment, tu as eu besoin, en réalité, tu peux très bien réaliser des transactions. Donc tu vas libeller ta dette au travers d'une unité monétaire, ça peut être de l'or, ça peut être du bitcoin, ce que tu veux, mais à aucun moment tu as eu besoin d'utiliser de la monnaie entre-temps. La monnaie va permettre d'éteindre ta créance, certes, mais tu n'as pas besoin dans l'absolu d'avoir ta monnaie au milieu. La monnaie, elle est là pour libeller, pour avoir une unité monétaire, elle peut être là également pour éteindre ta dette, mais tu n'as pas besoin dans l'absolu d'avoir une monnaie qui intervient au milieu. Okay, maintenant que tu es une monnaie dure, donc en fait, tu émets des substituts monétaires quand tu fais ça. La banque, elle émet des substituts monétaires. C'est pour ça que le débat monnaie-dette, monnaie-marchandise, etc., à mon sens, il n'a pas lieu d'être. La monnaie, et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer l'actif réel de l'actif financier. Un actif réel, c'est un actif pour moi, c'est un passif pour personne. Ça, c'est une monnaie. Ça peut être Bitcoin, c'est un actif réel. Hein. C'est un actif pour moi, c'est le passif de personne. Ça peut être l'or, ce que tu veux. Un actif financier, si c'est un actif pour moi, c'est le passif de quelqu'un d'autre. Okay, un substitut monétaire qu'elle émet une banque, c'est
un actif financier, parce que c'est un actif pour moi, et c'est un passif pour la banque. Ce n'est pas une monnaie dans l'absolu, c'est un substitut monétaire. Et donc ce substitut monétaire, tu peux très bien l'utiliser sans avoir de monnaie au milieu. Et à la base, quand on utilise l'or en tant que monnaie, les réserves fractionnaires ne sont pas créées en 1971 comme on entend. Ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'une institution bancaire n'a jamais eu pour vocation de recevoir des dépôts et les prêter, ou d'émettre des certificats sur de l'or ou autre. Une banque, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle prête, et elle s'engage à donner l'équivalent en monnaie, ça peut être de l'or, ce que tu veux, en contrepartie au porteur et à vue. Tout simplement. Alors moi aussi, il faut m'expliquer longtemps. Donc déjà, merci pour la présentation. J'ai bien aimé tout le début, j'ai pas compris la confusion. Et c'est pour ça que je vais vous poser ma question. En fait, moi, la réserve fractionnaire, dans ma tête, j'ai simplifié avec, il y a un problème avec le bank run. Si tout le monde veut récupérer. Est-ce que tu peux m'expliquer ou expliquer, est-ce que c'est ça le problème en fait, ou est-ce que tu viens de dire qu'il n'y a pas de problème? Ah, il y a un problème évidemment, c'est-à-dire que, mais le problème il n'est pas dans les réserves fractionnaires. C'est-à-dire que je peux très bien avoir des actifs, s'ils sont suffisamment liquides que la banque a la capacité, je rappelle, la liquidité c'est la capacité à vendre ou à acheter un actif sans que son prix ne soit trop impacté. Si la banque se retrouve avec un bilan qui est suffisamment liquide, c'est quoi le problème? Elle peut liquider cet actif, ce que je montrais ici. Si elle a des actifs suffisamment liquides et qu'elle peut les transférer à une autre entité pour pouvoir ensuite rembourser rapidement la personne qui le donne, il est où le problème? Ok, alors si la société géniale, tout le monde vient chercher son argent, elle peut le donner. Si elle a des actifs suffisamment liquides, bien sûr. Et pourquoi on nous empêche donc de sortir? Parce que j'ai l'impression qu'on a peur de ça. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste, il ne faut pas confondre comme on dit, des carottes avec des choux, ce que tu veux. C'est que aujourd'hui, on n'est pas dans ce système-là. Aujourd'hui, on est dans un système où on a une banque centrale qui intervient, on a des États qui interviennent, qui renflouent les banques. On n'est certainement pas dans ce genre de système. On devrait être dans un système de free banking. Les banques, peut-être elles augmentent leurs réserves, peut-être qu'elles auraient des actifs plus liquides pour pouvoir faire face aux demandes des déposants. Mais aujourd'hui, pourquoi elles ne le font pas? Parce qu'elles n'ont aucune incitation à le faire. C'est-à-dire qu'elles prennent du risque de manière excessive pour la simple bonne raison qu'on a une garantie sur les dépôts, qu'on a des États qui vont pouvoir les sauver, ou on a des banques centrales qui vont pouvoir venir racheter les titres s'ils perdent en valeur, en liquidité ou ce que tu veux. Donc c'est en ce sens qu'on vient limiter le retrait des dépôts par les épargnants, parce que... Donc le problème, c'est pas la réserve fractionnaire, c'est le fait qu'ils n'ont pas assez de réserve. Non, parce que du coup, tu retombes sur le problème de réserve. Le problème, il n'est pas dans la réserve fractionnaire, le problème, il est dans ce manque, ce déséquilibre du bilan comptable entre l'actif et le passif. Donc les banques ont des actifs très peu liquides, très peu exigibles, et à très long terme. Et en contrepartie à l'actif, elles ont des actifs très liquides et exigibles à vue, à très court terme. Mais dans l'absolu, tu pourrais très bien avoir un système de free banking qui fonctionne de la même manière. Si les actifs sont suffisamment liquides, elle peut faire face à tous les retraits. Je viens de comprendre, merci. Il y a là-bas au fond. Oh là là, t'es loin. Je peux faire son micro. Je sais pas trop quand même. Moi, c'est une question un petit peu bizarre. Ton avis sur Tom Benoît, que tu as reçu en interview, s'il te plaît. Je vais me faire des ennemis, je vais me le faire en ennemi du coup. Par rapport à quoi? Par rapport à Bitcoin et sa compréhension de Bitcoin. Bon, désolé Tom, parce qu'il vit pas très loin de chez moi, mais bon, il a rien compris à Bitcoin. Je comprends, et il est là, Alexandre, pour attester qu'effectivement, il y a rien compris, quoi. Et sur la personne, du coup. Non, je fais pas de l'argument ad hominem, c'est pas le but. La bataille des idées, mais pas des personnes. C'est quoi la question? Tu peux répéter? Voilà, j'ai rien compris. Il faut donner le contexte de Tom Benoît. Ah, je pense qu'Alexandre le fera mieux que moi. C'est en gros, il est intervenu avec Alexandre et... Ouais. Même quand il n'intervient pas, il intervient. Dans quelle émission déjà? Thinkerview. Voilà. Et le but, c'était... Où il était avec Gouspillou. Avec Gouspillou également. Et le but, c'était... Mais bon, sincèrement, je suis désolé, mais le débat, en fait, n'a pas lieu d'être, quoi. On pisse dans un violon, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne parle pas de la même chose. Vous le maîtrisez, toi et Sébastien. Et il y a quelqu'un qui intervient au milieu qui ne comprend rien. Enfin, pour moi, le débat, il fallait couper la vidéo, arrêter là, parce que ça n'a pas de sens. Qu'on maîtrise tous un sujet, notamment, je n'ai pas la prétention de savoir à 100% les réserves fractionnaires, mais s'il y a quelqu'un qui peut m'attaquer sur les idées et qu'il a compris le système, un bilan comptable, etc., avec grand plaisir, si maintenant tu n'as pas compris un bilan comptable, parle pas, parce que tu n'as pas compris le déséquilibre d'un bilan, quoi. Ah, mais il a une voix tellement exceptionnelle, le gars, qu'il est...
Il y a d'autres questions. Oui. Oh, ça va pas être une question. Attention, sous ce abri. Non, par rapport au déséquilibre avec la partie banqueroute, je pense que la question, elle est quand même posée d'un point de vue systémique. C'est-à-dire que la banque peut toujours s'en sortir si elle peut refiler ses actifs liquides à une autre banque. Ouais, mais l'autre banque sera limitée justement si elle a une monnaie dure derrière. Parce que c'est-à-dire que le Bitcoin, il n'y en aura pas en illimité, de l'or, il n'y en a pas en illimité. Donc tu vois bien que c'est en ce sens que je dis, ma conclusion, c'est que s'il y a une monnaie dure derrière, elle vient limiter cette capacité à créer indéfiniment du crédit. Ce que je veux dire, c'est que, c'est la conversation qu'on a eue tout à l'heure, mais en gros, ce système fonctionne sur la base d'une hypothèse importante que tu as dite, c'est qu'on peut faire faillite. Si on ne peut pas faire faillite, c'est terminé, parce qu'à la fin, on file sa créance au voisin, qui la file au voisin, Non. à la fin, il y a un prêteur en dernier ressort Voilà, qui dit, en fait, non, on n'a pas envie que les gens perdent leur argent. Exactement. Donc, on rend fou. Exactement. Si on a un prêteur de dernier ressort, État, banque centrale, soutenu par l'État, exactement. Maintenant, s'il y a un système de free banking, et j'insiste, et c'est pour ça que j'ai parlé de free banking, ce système, il a toujours été viable dans l'histoire. Viable, mais il faut avoir en tête que des banques font faillite. Bien sûr, mais il faut partir du principe qu'aujourd'hui, on a été habitué au système de bail-out. D'accord ? Il y a aussi le bail-in. C'est-à-dire que les déposants peuvent soit devenir des prêteurs d'obligations, sur du 5, 10, 15, 20 ans, soit devenir actionnaires. Et moi, personnellement, le système, les crises qu'il y a eu en 2008, j'aurais plutôt préféré qu'il y ait un bail-in plutôt qu'un bail-out. Moi, j'ai pas compris, mais il est là. On reprend. Grosso modo, pour faire très simple, bail-out, on a sauvé tout le monde, la situation, elle est inchangée. D'accord ? Comment ? Chez Chypre, ils ont fait du bail-in. Voilà, le bail-in, la différence, c'est que du coup, tu convertis les actifs des personnes et ils vont devenir prêteurs obligataires, actionnaires. Ils vont remonter peut-être dans le bilan, puisqu'ils étaient très bas, degré d'exigibilité à très court terme, et tu vas les faire remonter pour que du coup, ils attendent un petit peu plus et que l'épargne coïncide, donc le passif coïncide en termes d'échéance avec l'actif. Et donc à Chypre, ils avaient trouvé le moyen quand il y a eu la crise, et c'est les déposants russes qui ont eu droit à ce traitement, parce que du coup ça faisait pas de vagues, ils étaient pas locaux. Et comme s'ils venaient à Chypre pour faire de la défiscalisation, bon, tout le monde trouvait ça normal qu'après tout ils pètent au pot. Ils ont fait, c'est le premier cas de bail-in en Europe. Ah, mais Les Russes sont devenus actionnaires. Au lieu d'avoir des dépôts dont ils pouvaient se servir, ils se sont retrouvés détenteurs d'obligations. exactement. Et le problème, c'est qu'on a été habitué au bail-out précisément par le système pourri dans lequel on se trouve, où il y a tout le temps un prêteur de dernier ressort, il y a toujours un État qui vient sauver. Et à la base, le bail-in, c'était la base même. Si une société fait faillite, le principe même, c'est le bail-in. C'est-à-dire, attends plus, convertis-toi en prêteur obligataire ou autre, pour que je puisse rééquilibrer mon compte. D'ailleurs, on le voit quand il y a une société en difficulté, on la met en procédure de sauvegarde avant de la mettre en liquidation. Et c'est le principe du bail-in. C'est-à-dire, on va augmenter les échéances pour pouvoir justement assainir mon bilan comptable. C'est de l'actionnariat forcé. Pas forcément actionnariat. Oui, c'est pas forcément. Dans les épisodes de free banking, souvent, c'était des clauses de convertibilité, c'est-à-dire que le déposant, en cas de liquidité, de crise de liquidité, on lui demandait s'il acceptait d'utiliser le billet de banque sans demander. Oui. Donc pour avoir des exemples précis, il y a quelques exemples comme ça qui sont relatés sur l'histoire, où effectivement la banque, on lui demande dans le contrat avec son client, il est écrit que lorsqu'il y a un bank run sur ses réserves en or, on va lui dire, est-ce que tu peux juste utiliser le billet que tu as en main, ne pas me demander mon or, et moi, à l'issue de cet épisode, je te rémunérerai un intérêt parce que tu as bien voulu ne pas demander la conversion en or. Et de la même manière, quand les banques se trouvent en difficulté, pour inciter à ce que les personnes ne sortent pas l'argent, elles peuvent aussi leur dire, écoute, je vais te payer un intérêt, attends s'il te plaît. Bon, et c'est là où effectivement, si les personnes n'acceptent pas, il y a une problématique de facilité à faire faillite beaucoup plus rapidement. Et c'est tant mieux, une banque, comme n'importe quelle entreprise, il faut qu'elle fasse faillite si elle fait de la merde. Sauf que maintenant, les sociétés ne font pas faillite. Comment ? Les sociétés aujourd'hui même, elles ne font pas faillite. Oui, mais voilà, mais je le critique tout autant que toi, le système. Mais simplement que j'ai la sensation qu'on se trompe de combat quand on critique les réserves fractionnaires. Enfin, c'est lunaire, le truc. Tu peux répéter ce que tu as dit, si tu as une monnaie dure,
ça change de réserve. J'ai pas compris ce concept que tu as mentionné. Disons que si tu vas avoir une monnaie dure, elle va te limiter dans ta capacité à créer des substituts monétaires. Parce que si d'un coup, il y a quelqu'un qui va venir vouloir retirer l'argent et que tu l'as pas et que tu veux convertir ton actif qui est liquide, c'est une créance, tu veux la transformer contre de l'or, du bitcoin, ce que tu veux, si c'est limité, si c'est dur, si c'est une monnaie solide, ben, c'est pas infini. Donc il va falloir que tu ailles voir quelqu'un pour qu'il te le prête, qu'il te le donne, tu vas pouvoir lui acheter. Mais si c'est limité, ben, toi aussi ça te limite d'autant dans ta capacité à du coup pouvoir accroître ton bilan si tu veux. Donc ce serait ça qui va limiter un peu l'expansion des crédits énormes. Exactement. Qui fait des boules énormes. Et du coup tu te retrouves dans un système bancaire qui est beaucoup plus déjà sain, parce qu'on va beaucoup mieux choisir en fait les personnes à qui on va prêter de l'argent et dans un système qui est beaucoup plus stable également. Ouais, et en fait, T'aurais dû venir faire avec moi là. En fait, la monnaie externe qu'on appelle donc l'or à l'époque, aujourd'hui, comme c'est de la monnaie émise par la Banque centrale, elle peut t'en imprimer tant qu'elle veut, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite. Parce que la nature des réserves, elle n'est plus la même, donc elle est augmentable à l'infini parce que c'est la Banque centrale qui l'émet. Alors que si c'était resté des réserves en or, c'est les réserves en or qu'on a, point. Ou le bitcoin dans le cas de bitcoin. Exactement. Exactement. Comment ? Il y a une notion de valeur. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de demandes pour l'or, la valeur de l'or va augmenter. Donc ça réduit aussi. Ah mais ça, on pourra en discuter au cours du débat avec Nathalie, c'est que on pourra différencier l'or et le bitcoin sur certains aspects. Ça peut être intéressant. La mécanique est la même quand même, puisque si beaucoup de gens veulent retirer, donc il y a une grosse demande pour cette monnaie limitée, ou cet actif limité, et du coup, il prend de la valeur au fur et à mesure où plus de gens demandent. Donc il y a aussi une mécanique qui peut réduire aussi. Oui et non, parce que ce qui va se passer en réalité, c'est que les mineurs d'or, ils vont être incités à les creuser parce que leur marge relative, elle augmente. Ils ont une élasticité. Ce qui n'est pas le cas du bitcoin, puisque c'est la difficulté qui s'ajuste et non pas la capacité à sortir plus de bitcoin. Après, c'est la différence. Alors, Bitcoin, Voilà. le principe est quand même. Il y a plein de sujets, c'est hyper lié entre justement valeur d'une monnaie et puis capacité de prêt et ça. Donc, l'élément central, c'est la valeur, c'est-à-dire l'élément qui permet de calculer l'unité de valeur. Exactement, c'est pour le calcul économique et la capacité à se projeter totalement. Donc ce que tu dis, c'est qu'un système avec une monnaie que dure, ça ne marche pas. Je suis pas en train de dire ça, parce que quand tu étais dans un système or, c'était une monnaie dure, avec à côté des substituts monétaires. La seule chose que je critique, c'est que si vous voulez utiliser Bitcoin en tant que substitut, alors après je me mélange dans les termes, mais en tant qu'alternative à la monnaie aujourd'hui, sans présence de banque, et c'est pour ça que j'ai pris ces petits... Parce qu'on voit bien, et c'était la discussion qu'on avait avec Alexandre, c'est que moi quand je vois Bitcoin because fuck bank ou shoot the bank, et je me dis en fait vous vous trompez de combat. Parce que si vous voulez Bitcoin et absence de banque, ben, vous allez ruiner le système. Parce que moi, au quotidien, je peux émettre une aide de change. Donc pourquoi si je le fais moi, il n'y a pas de souci, mais s'il y a une banque qui se met au milieu, c'est une fraude, c'est une double disponibilité, il n'y a pas d'épargne. Qu'est-ce que vous dites ? Juste, moi je suis un simple épargnant, j'ai pas envie de risque sur du futur. Ouais. Je veux pas de banque, donc je veux juste avoir ma réserve. Prends tes bitcoins ou prends ton or. Et c'est en ce sens que le bitcoin peut être bien pour avoir une alternative de sortir de ce système. Aujourd'hui, faites banque parce que j'en ai pas envie, mais je suis obligé pour recevoir mon salaire. Bien sûr. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes, si on devait attendre que tu aies suffisamment épargné et mis de côté pour pouvoir construire ta maison, par exemple, tu vas devoir épargner toute ta vie. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte d'épargner pour que toi, tu puisses investir et construire ta maison ou produire ce que tu veux. Bitcoin me permet quand même de m'en extraire. Exactement. C'est en ce sens, et moi je défends Bitcoin, c'est en ce sens qu'effectivement, la capacité qu'a Bitcoin, parce que c'est un actif réel, donc c'est le passif de personne, c'est mon actif, mais le passif de personne, c'est en ce sens qu'il est intéressant, comme peut-être l'or, quel que soit l'actif réel, parce qu'il permet de sortir de ce système, et dans ce cas, je suis totalement d'accord. Mais vouloir Bitcoin parce qu'il va fuck les banques, enfin, moi je trouve que c'est une absurdité, quoi. Juste, c'est le Glass-Steagall Act qu'on met en place avec Bitcoin, puisqu'on sépare les banques d'investissement des banques de détail. Des banques... Tu parles de séparation oui, des activités bancaires. Dans l'absolu,
On pourrait en parler des heures et des heures, mais par exemple, la loi de séparation bancaire de 2013 est inexistante. Avec Bitcoin, on la force. Ce que tu forces, c'est aujourd'hui, en fait, il faut bien rester conscient qu'aujourd'hui, quand tu as un dépôt, quand tu as un compte courant, tu es créancier de la banque. Tu n'es pas propriétaire de l'argent. Tu as un droit de créance vis-à-vis de la banque. Si tu veux sortir de ce système, il faut que tu sortes des billets. Mais du coup, tu n'es plus créancier de la banque, tu es créancier de la banque centrale. Donc au final, tu es tout le temps créancier de quelqu'un. Tu ne peux pas sortir de ce système. Bitcoin te permet de sortir de ce système et de t'émanciper d'un système que tu ne conçois pas, pourquoi pas. Et c'est en ce sens qu'il est intéressant. Est-ce qu'il va séparer les activités? Non, dans l'absolu, il ne sépare pas l'activité. Il te donne la capacité d'avoir ton autonomie financière, si tu veux, et ne pas être dépendant et t'exposer au risque, effectivement, de contrepartie. Et un actif financier t'expose au risque de contrepartie. Un actif réel ne t'expose pas au risque de contrepartie. Si tu achètes du Bitcoin et que la personne qui l'a vendu fait faillite, il n'y a aucun impact sur toi. Idem avec l'or, par exemple. Pour résumer, il faut des banques commerciales, mais pas la banque centrale. Alors, oui et non, parce que tu pourrais très bien te retrouver dans un système de free banking avec la présence d'une banque, et typiquement d'une banque centrale. Et typiquement, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que tu avais... En fait, les banques, quand elles émettaient, donc elles créaient un crédit en contrepartie d'un passif, d'une dette. Ce qui se passait, c'est que si à chaque fois il faut payer en or, c'est compliqué. Je parle d'un point de vue historique. Donc, ce qui se passait, c'est qu'elle centralisait au sein d'une institution qu'on appelle banque centrale ou comme tu veux, qui faisait les comptes et à la fin de la journée, elle fait chambre de compensation, qui doit combien à qui. Donc, tu pourrais très bien être dans un système de free banking avec une banque centrale présente pour pouvoir venir éteindre en fait les créances et les dettes de l'un envers l'autre, mais sans qu'elle soit là pour sauver n'importe qui à n'importe quel moment. D'ailleurs, je crois que c'est Walter Bazot qui disait « S'il faut prêter ou sauver quelqu'un, prêter à un taux d'intérêt très élevé pour justement l'inciter à ne plus prendre de risques. » Mais c'est pas parce que tu as un système de free banking que forcément une banque centrale disparaît. Mais qu'est-ce qu'il y a Aujourd'hui, la banque centrale... La banque centrale, elle va plus mettre la monnaie fiat. Exactement. De manière illimitée, si tu veux. Mais elle pourrait très bien être présente en tant que chambre de compensation. Oui. Si je comprends bien aussi, ce que tu dis, c'est que ce qui est critiqué dans ces flyers, etc., c'est plus le comportement que la nature de la banque. C'est pas fuck the bank, c'est en fait le comportement qui a été autorisé jusqu'à aujourd'hui parce que en fait il n'y a aucun risque, c'est-à-dire qu'elles de toute façon elles seront récupérées quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et en fait ça promeut des comportements. C'est le risque moral. Voilà. Toxiques, néfastes, de banquiers qui en fait deviennent des cyniques et qui sont impunis. Quoi. Exactement, mais c'est pas les réserves fractionnaires qui font ça. Voilà, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que s'opposer aux réserves fractionnaires, vous vous trompez de combat, voilà, tout simplement. En fait, tu devrais. C'est bien, bravo. En gros, la différence, c'est que ça se rapproche beaucoup plus du Freddy Marco, c'est-à-dire fuck l'absence d'alternative. Le fait qu'il n'y ait pas d'alternative aujourd'hui de sortir en disant moi je ne veux pas participer à ce truc-là, qui devrait être la liberté normale de voilà, que le système bancaire existe, je peux y participer, mais si je ne veux pas y participer, je dois pouvoir en sortir. Aujourd'hui, cette deuxième partie de la phrase n'est pas vraie. Si je ne veux pas y participer, je n'ai pas le choix. Dans l'absolu, tu peux acheter de l'or si tu veux. Ça va être compliqué. C'est sûr. Donc tu fais oncle pique de l'or, mais c'est très difficile et tu t'isoles. Alors que même, effectivement, même du cash physique, en fait, tu es tout le temps créancier de quelqu'un. Ouais. Et même on va te dire, oui, la banque centrale peut jamais faire faillite. Oui, mais bon, si avec 1 milliard d'euros tu achètes une baguette de pain, la banque centrale n'a pas fait faillite, c'est fait niquer quand même. Ben, elle fait pas faillite d'un point de vue nominal, mais d'un point de vue réel avec l'inflation, elle fait faillite. C'est comme dire Venezuela, ils n'ont pas fait faillite. Bon. Non, mais c'est effectivement pour ça que pour moi, c'est plus juste de dire que Bitcoin est puissant de juste à partir du moment où il est une alternative accessible. En fait, même en tant que société, il y a plein de gens qui n'ont pas de Bitcoin, ils profitent de l'existence de Bitcoin parce que ça force le reste du système à devenir compétitif et à arrêter des comportements toxiques au sens où je peux m'endetter, faire des produits toxiques. Je m'en fous, de toute façon, le contribuable va me sauver, donc je peux avoir les comportements que je veux. Donc effectivement, il y a un côté, c'est pas fuck banque, c'est fuck l'absence d'alternative, parce que dès que l'alternative existe, que je la prenne ou que je la prenne pas, ce sera l'aiguillon qui fera bouger tout le système. Et donc ça, effectivement, sans Bitcoin, on ne l'a pas. Avec Bitcoin, et je rejoins parfaitement la vision qui a été exprimée, c'est
c'est le retour d'un actif impéreur, enfin au porteur. Quand j'ai un bitcoin, j'ai la créance de personne. Bah, tu as un actif, c'est ce qu'on appelle un actif réel, voilà. À la différence de l'actif financier qui est l'actif et le passif d'un tiers. Et donc le bitcoin s'apprécie plus l'état moral décrépit dans la société. J'ai pas entendu. Et le bitcoin s'apprécie le plus que la société a un état moral qui décline, c'est ça? On suit le schéma jusqu'au bout. Enfin, bon, les gens se réfugient dans le bitcoin en voyant et en témoignant d'un état moral douteux, de faillite morale du système normal. Quoi. Exactement. Voilà. Le seul problème, c'est que parfois le combat en fait est biaisé et il n'est pas justifié. Si on justifie son adoption de Bitcoin parce que les réserves fractionnaires, on se trompe de combat et du coup les arguments ils tiennent pas debout. Et c'est très facile en fait de détruire quoi. Hein. Donc d'ailleurs je repose la question qui croit aux réserves, qui est contre les réserves fractionnaires maintenant? Bon, elles sont pas aussi robustes donc. Voilà, ouais. Mais pourquoi elles sont pas aussi robustes? Elles sont pas. Non, vas-y. Je te donne des preuves. Tu parles de liquidité, mais c'est pas une garantie à 100%. Moi, j'aime bien l'épargne à 100%. Mais il y a toujours un petit risque de manque de liquidité. De toute façon, l'humain est faillible. Et je veux pas avoir de rapport avec l'humain. Ouais. Le Bitcoin, c'est un protocole. Mais personne ne t'oblige en fait d'être dans ce système. Mais je peux m'extraire grâce à Bitcoin. Sans ça, je m'extraire. Tu peux t'extraire grâce à l'or d'une certaine manière. Mais Bitcoin, c'est quand même une solution qui est beaucoup plus facile que l'or, on va dire, parce qu'effectivement, on portait son or. Puis moi, j'ai été dans une raffinerie d'or. La densité, c'est 19 par rapport à l'eau, donc ça pèse 1 tonne. Tu as un petit bout comme ça pèse vraiment lourd. Tu as le risque de le perdre. J'ai failli perdre des petits lingots qu'on a à la maison, parce que voilà, il faut bien les stocker. Donc, effectivement, en ce sens, Bitcoin... Hein? Il y en a quand même qui en achètent. Ouais. Il avait de l'or chez lui. On va demander à Tom Benoît. J'habite loin. Je suis à Aix-en-Provence, donc. Mais dans un petit village, mais je dirais pas le nom. Mais voilà, c'est en ce sens. Mais après, une banque, comme n'importe quelle entreprise, vouloir 100% de garantie, ça n'existe pas. Dans ce cas-là, il faut limiter toutes les entreprises dans leur capacité à déséquilibrer leur bilan. Et si c'est ce que tu exiges, en fait, tu deviens un communiste de base, socialiste, qui impose un point de vue et contre la liberté d'entreprendre. Maintenant, j'ai une concurrence. Moi, j'ai fait mon choix. Voilà, mais si tu t'opposes à ce système parce qu'il ne garantit pas à 100%, oppose-toi à tout. Et je te donne un exemple de base. Voilà. Et sinon, il faut t'opposer au système des assurances. Une assurance, elle paye au moment où tu as un sinistre. Et elle n'a pas les réserves à côté. C'est à elle de gérer son bilan pour avoir des actifs suffisamment liquides pour pouvoir te rembourser ou te payer s'il y a un sinistre qui peut se déclarer à n'importe quel moment, comme quand tu es payable à vue. Oui, comme dit Alexandre, c'est un choix que je veux faire. Très bien. C'est un choix que tu as le droit. Tu devrais avoir le droit. Voilà, la liberté, mais pas imposer un système qui, de manière subjective, j'ai décidé que c'était pas bon. J'avais une question. Donc, dans un monde où tu décris sur des réserves fractionnelles qui sont gérées de manière propre, etc., avec une banque centrale qui est uniquement la partie de compensation, mais qui n'est pas acteur de dernier ressort, il y a un truc que je ne comprends pas, ça veut dire que chaque banque, de manière différente, va gérer son propre risque, ce qui fait que la monnaie qu'elle va créer, entre guillemets, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment l'ensemble marche. C'est-à-dire que quand on va être sur une banque A, on peut se retrouver avec une monnaie qu'on va plus valoriser sur une monnaie que sur une banque B. Donc s'il n'y a pas d'acteur central qui impose une règle commune et qui met tout ça en marche, comment on peut échanger d'une banque à l'autre? Comment on se protège contre ça? Comment, quand une banque va trop émettre, ça va créer une forme d'inflation parce qu'elle va créer plus à cause des intérêts? Comment on peut faire marcher en fait cet ensemble s'il n'y a pas cette banque centrale qui agit de manière mal comme actuellement? En fait, par ta question, d'une certaine manière, tu supposes que la monnaie est monnaie parce qu'elle est imposée par une entité. Donc c'est une monnaie institutionnelle, mais qui ne peut pas être monnaie parce que le marché l'a décidé. Une banque, si elle émet trop, elle s'expose au risque, parce qu'il faut bien rester conscient que quand elle augmente son bilan, elle augmente à la fois l'actif, c'est vrai, en concédant des crédits, mais elle augmente également son passif.
Donc, ça veut dire qu'elle s'expose au risque à ce qu'il y ait plus de déposants qui viennent réclamer l'actif, Bitcoin, l'or, ce que tu veux, et donc elle s'expose à ce risque de faillite. À elle de gérer le risque de bilan en ayant un bilan plus ou moins équilibré, suffisamment liquide, exigible au moment opportun, tout simplement. Et si elle émet en excès, ben, elle se retrouve dans un risque de faillite. Donc en fait, il n'y a pas de convertibilité entre cette monnaie créée d'une banque A à une autre banque B. Bien sûr, parce qu'elle est libellée en or ou dans l'actif réel qu'elle a émis en contrepartie, tout simplement. Et donc, ce qui va se passer, c'est que s'il y a des personnes qui vont utiliser cet excès de monnaie pour aller le déposer dans une autre banque, elle va drainer l'actif de la banque qui a émis trop de billets, si tu veux. Et donc, si elle draine, elle expose au risque de faillite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Potentiellement, ça se retrouve avec une banque B qui va refuser le billet de la banque A parce qu'elle ne truste pas la banque A. C'est ça. D'être en capacité de lui rembourser. Exactement. Et donc, elle s'expose au risque de faillite. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, toi, tu as un billet qui effectivement n'est pas fongible d'une banque à une autre parce que tu as une banque qui peut dire non, moi, ce billet-là, c'est de la fausse monnaie, je la connais cette banque, c'est n'importe quoi. Et du coup, parce que elle, si elle fait ça, comme elle s'expose au risque de faillite, elle aura tout intérêt à bien gérer son bilan pour pouvoir être acceptée de manière généralisée. Ouais. Mais bien sûr, mais sinon tu... La situation n'est pas impossible. Exactement, mais comme quand une entreprise elle émet une lettre de change, si on ne lui fait pas confiance, personne ne va lui prêter, elle s'expose au risque de faillite parce que personne ne lui prête de l'argent. Mais ça, c'est ce qui s'est passé en 2008, non, finalement? Comment? En 2008, ils avaient tellement d'actifs peu liquides En 2008, ce qu'il faut... En fait, souvent, on décrit le truc, ouais, 2008, c'est les réserves fractionnaires. Non, le 2008, la crise, elle vient des marchés monétaires, c'est les money market funds, d'accord? Et c'est le shadow banking, ça n'a rien à voir avec le système des réserves fractionnaires. C'est le marché monétaire qui s'est gelé, ouais, tout simplement. Et d'ailleurs, quand on regarde les stats sur le marché monétaire aujourd'hui, il bouge plus aux États-Unis. C'est la Fed qui vient, qui intervient, qui rachète, etc. C'est le gel du marché monétaire qui a justement généré cette crise. Et ce n'est pas un principe de tous les déposants sont allés chercher les dépôts. C'est plutôt ça qu'ils avaient des actifs entre les banques ils ne savaient pas des actifs toxiques qu'ils avaient les autres et puis ils ne se prêtaient pas entre eux. Ils disaient non, ça j'accepte pas, ils ont tout frisé. Voilà, sur le marché monétaire, effectivement, parce que du coup, les actifs, en fait, ce qu'ils font, c'est du repo, c'est du repurchase agreement, c'est ce qu'on appelle une mise en pension, en contrepartie d'un actif, je te prête à un jour et je m'engage à le racheter le lendemain. Et effectivement, comme les actifs n'avaient pas de valeur ou perdaient de la valeur, étaient peu liquides, plus personne n'acceptait ces actifs en contrepartie. Voilà. Mais ce n'est pas un système de réserve fractionnaire. Et c'est là où ça rejoint effectivement ce que je dis, c'est qu'on voit bien que le problème, c'est effectivement la liquidité et le degré d'exigibilité, et du coup la gestion d'un bilan comptable, pas les réserves fractionnaires. Moi, je n'ai pas compris, j'aimerais avoir ton avis sur la relation entre le shadow banking et ce que tu as expliqué. Est-ce qu'il y a un lien Le shadow banking, on dit, du moins a priori, qu'elle a des activités bancaires, mais en dehors de la réglementation bancaire. À vérifier, certaines institutions peuvent, certaines autres non. Des fois, on nous dit même les ETF, c'est du shadow banking. Je ne vois pas en quoi c'est du shadow banking. Et d'ailleurs, on le voit, on en parlait avec Nathalie à midi ou ce matin. Tu vois très bien qu'il y a ce qu'on appelle le marché des euro-dollars. Le marché des euro-dollars, c'est quoi? C'est tout simplement des banques étrangères qui ne sont pas qui n'ont pas accès au marché américain. Donc il y a des banques correspondantes, d'accord, aux États-Unis. Et ces banques-là, elles émettent en fait la dette en dollars, sans qu'il y ait une institution centrale qui vienne les sauver en dernier ressort. Et on voit très bien. Donc c'est un système de shadow banking puisqu'il est en dehors de la réglementation américaine, qui fonctionne très bien. Il y a quand même la Fed qui est intervenue pour pouvoir du coup, parce qu'ils sont allés à l'encontre du coup de ce qu'ils ne devaient pas faire, c'est-à-dire ne pas renflouer ces banques, notamment en crise de Covid. Mais à la base, ces banques-là, elles sont en dehors du système bancaire et elles fonctionnent avec un système de réserve fractionnaire. Et c'est du shadow banking. Mais donc, au final, moi, ça me paraît vraiment très flou, tout ce système-là. Et c'est le système de base de la banque. Du coup, pour l'investisseur ou pour le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il doit en retenir de tout ça? C'est quoi ta conclusion? La conclusion, c'est que ce à quoi je voulais venir, c'est que, premièrement, si tu adoptes Bitcoin sous prétexte de réserve fractionnaire, tu es dans l'erreur, mais ça je l'ai déjà dit, je le répète.
la deuxième conclusion, c'est que, et comme on le disait, c'est que si tu veux sortir de ce système, tu peux le faire notamment avec Bitcoin. Mais si tu veux faire sauter les banques et Bitcoin fuck de banque, etc., ben, en fait, tu ne pourras pas y mettre fin parce que dans l'absolu, je peux toujours moi émettre une lettre de change. Tu vois, j'ai toujours la possibilité de le faire, simplement que la banque elle intervient en intermédiaire parce que tout le monde lui fait confiance. A priori, aujourd'hui, tout le monde lui fait confiance parce qu'on sait qu'elle sera toujours renflouée. J'ai une question sur Tether. Ils sont en train de faire le stablecoin. Est-ce que Tether, il travaille comme une banque? Tu peux expliquer un peu ça? Tether, il n'émet pas de crédit et de dépôt. Par contre, ce que fait Tether, c'est effectivement, il gère son bilan, donc il ne garde pas 100% de réserve. Donc, quand tu as des Tether ou Tether, en fonction de comment on le prononce, derrière, il s'engage du coup à détruire le jeton et te rembourser en monnaie fiduciaire si tu le réclames, et il n'a pas 100% de réserve. Ce qu'il a, c'est des investissements en obligations, notamment d'État, il a même du Bitcoin, et il a des crypto-monnaies, etc. Donc il ne pratique pas la réserve fractionnaire. Exactement, et il pratique la réserve fractionnaire. Il n'est pas en 100%, il n'a pas les réserves. Ce qu'il s'engage à faire, c'est te rembourser au porteur, à vue, sans avoir 100% de réserve. Et il a un portefeuille d'investissement, des actifs, qui doit liquider au moment où tu réclames le remboursement, tout simplement. Et là, les réserves, elles ne sont pas liquides. Ben, elles sont plus ou moins liquides. Très liquide, mais il n'a pas 100% en cash. En fait, voilà, c'est là pas il du cash. ne faut pas mélanger, parce qu'en fait, il a bien 100%. Mais dans tous les cas, il y aura toujours 100% parce que l'actif est en tout temps et en tout lieu égal au passif. Il n'a pas comme un crédit, c'est-à-dire qu'il n'a rien, il n'a que le truc qu'il émet. Exactement, ouais. Il a juste l'USDT comme passif. C'est pas Exact. du fractionnaire, ça. Non, c'est pas du Ben, fractionnaire. c'est du réserve fractionnaire dans le sens où il n'a pas 100% de dollars. Voilà, il n'a pas 100%, c'est pas du dollar. Ouais, il te dit je te rembourse en dollars si tu le réclames, mais il n'a pas 100% de dollars. Il a un portefeuille d'actifs. Donc c'est l'équivalent d'une réserve fractionnaire si tu veux. Si on considère que la réserve devrait être 100% de dollars. D'accord. Le cas de Tether est hyper intéressant parce que là, récemment, là, ils ont révélé que c'était la boîte la plus rentable par... Ouais, 7,7 milliards de Et la bénéfices. hausse des taux d'intérêt. Ouais. Donc il y a 80 personnes qui bossent ensuite là-dessus et ils font plus de profit que BlackRock. Oui. Quand ils ont commencé, c'était l'inverse. Ils ont ramé. Le taux, il était... Et là, il baisse les taux, donc le business model... Ouais, mais les obligations vont prendre de la valeur puisqu'il les a achetées à des taux d'intérêt élevés. Donc finalement, il va en profiter. S'il est liquide, il gagnera de l'argent. Bien sûr. Voilà. C'est sûr, s'il les garde jusqu'à l'échéance, ben, ça ne changera rien. Mais grâce à la réglementation européenne, on va être à 100% avec... Voilà, mais c'est débile parce qu'en fait, ce genre d'institution pourrait ne jamais voir le jour parce qu'ils ne seront pas rentables, tout simplement.